Alexandre Devecchio, bienvenue chez Livre Noir. Merci, très heureux d'être ici. Vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef du service Débat. Vous êtes souvent présent sur le plateau de CNews et vous animez aussi l'émission En toute vérité sur Sud Radio. Vous êtes aussi l'auteur des Nouveaux enfants du siècle en 2016 et de Recomposition aux éditions du Cerf. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation. « Je suis ce qu'on appelle un petit blanc. Un de ceux dont les parents ont été mis en accusation comme bof, raciste ou islamophobe. » Cette citation, elle vient de vous et elle est tirée de la revue des Deux Mondes. Expliquez-nous. Alors, il faudrait expliquer le contexte de la question. Il se trouve que dans Les Nouveaux enfants du siècle, qui était mon premier livre, je faisais une sorte de panorama de la jeunesse et de la jeunesse parfois radicale, entre guillemets, qui pouvait s'opposer, avec d'un côté les jeunes de la Manif pour tous, avec les jeunes de la France périphérique qui pouvaient être attirés par le Rassemblement national et avec notamment les jeunes islamistes. Alors je disais bien que ces trois familles-là, en quelque sorte, s'opposaient, mais qu'elles avaient peut-être un point commun, c'était un besoin de transcendance. Et du coup, la journaliste m'a demandé desquels j'étais le plus proche. J'ai presque envie de dire ni des uns ni des autres, mais il est vrai que sociologiquement, je viens plutôt d'un milieu populaire, de parents petits commerçants, et effectivement, je comprends très bien la psychologie de ceux qu'on appelle les petits blancs. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon terme. Il est souvent utilisé avec mépris et j'aime pas tellement ethniciser le débat, mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit et sont parfois regardés comme des petits blancs avec une certaine condescendance. C'était avant d'ailleurs les gilets jaunes, mais c'était les gilets jaunes avant l'heure d'une certaine manière que je décrivais cette France pavillonnaire, qui travaille, qui n'est pas nécessairement représenté dans les médias et dont on ne veut pas comprendre les préoccupations, les deux grandes préoccupations qui, je crois, sont une forme de déclassement économique lié à la mondialisation. Et ça, je l'ai vécu avec mes parents. Ils étaient marchands de textiles et j'ai pu voir la désindustrialisation du pays, la concurrence avec le textile chinois, comment ils ont leur niveau de vie abaissé, et puis l'insécurité culturelle. Je crois que c'est la deuxième grande angoisse de ces classes populaires, c'est d'avoir vu non seulement leur niveau de vie baisser, mais aussi leur mode de vie, leur cadre de vie disparaître ou changer avec une insécurité au quotidien, avec des villes qu'ils ne reconnaissaient plus nécessairement. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine, mes parents habitent toujours à Épinay-sur-Seine. Donc c'est le 93. Dans le 93, exactement, et j'ai fait mes études à Saint-Denis, aussi bien au lycée, c'était au lycée Sugère, entre les 4000 et les Francs-Moisins, qu'ensuite mes études supérieures à la faculté de Paris 8. Et donc j'ai vu effectivement l'environnement changer, la pression communautarisme, la racaillisation, j'ai envie de dire aussi, de ces villes-là, parce que le principal problème, ça demeure l'insécurité. Et c'est vrai que longtemps, maintenant, on commence à en parler, mais effectivement, ces classes moyennes inférieures qui pouvaient vivre dans ce type de quartier, on n'a pas voulu écouter ce qu'elles avaient à dire, et à chaque fois qu'elles essayaient de s'exprimer, elles étaient renvoyées à leur statut de beauf, soupçonné d'être raciste. Alors j'ai aujourd'hui 36 ans, donc moi j'ai grandi avec Canal+. Je parlais aussi de cela, le côté Groland, qui représentait bien une forme de mépris pour ces catégories-là. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Aujourd'hui, ce serait peut-être me définir comme un petit blanc, ce serait peut-être usurper, j'ai envie de dire, ce que je ne suis plus. J'ai connu une forme de réussite, d'ascension, et je n'ai pas envie de dire que je suis le porte-parole de ces gens-là. Ils sont capables de s'exprimer, de penser par eux-mêmes, mais j'ai toujours une forme de
solidarité, j'allais dire, de sensibilité avec la France avec cette France-là, et j'aime pas qu'elle soit regardée avec mépris. C'est la même chose que la France périphérique ? J'ai grandi dans une France qui est pas tout à fait périphérique, c'est plus la banlieue parisienne. La France périphérique, c'est justement la France qui est au-delà de la banlieue, la France des ronds-points qui s'est soulevée, mais je crois qu'il y a beaucoup de points communs, et souvent en réalité, la France périphérique vient des banlieues. Justement, elle a quitté certains territoires pour fuir l'insécurité culturelle, et elle est très exposée au changement économique, puisque on a un phénomène de métropolisation, les emplois sont concentrés dans les grandes métropoles, tandis que dans ce qu'on appelle le périurbain, ou dans ce que Guy, lui, effectivement appelait la France périphérique, il y a de moins en moins de services publics, de moins en moins d'entreprises, d'usines, et donc je comprends très bien la psychologie de ces personnes-là, qui souvent en plus sont pas vivent de leur travail, mais vivent modestement, et sont représentés par aucun syndicat ni parti politique, je crois. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons échanger principalement sur votre parcours, votre métier de journaliste, mais aussi les tensions sociopolitiques en France suite à l'adoption de la réforme des retraites avec donc le 49.3. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, commenter, partager, aimer cette vidéo. C'est très important pour notre référencement. Je vais vous faire réagir aussi sur une autre devise, la devise du Figaro. On peut la citer. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Comment vous appliquez-vous cette maxime au quotidien ? Je crois que je le fais assez naturellement. J'ai envie de dire que j'étais déjà peut-être un gamin dont on disait qu'il avait la langue bien pendue. Parfois, déjà, mes parents me disaient de me taire, donc c'est quelque chose, je crois, que j'ai dans le tempérament. Donc j'ai de l'esprit, je crois que j'ai de l'esprit critique, et que je l'utilise. Les gens qui me suivent un petit peu le savent, que j'exerce mon esprit critique. Et je suis capable de blâmer sur les plateaux de télévision, mais je suis aussi capable, je crois, d'aimer. Je pense que dans notre époque qui est faite de ressentiment, ce que j'ai pu parler de la banlieue tout à l'heure, la jeunesse des banlieues, notamment parfois d'origine immigrée, est dans une espèce de ressentiment à l'égard de la France. Ceux qu'on appelle les petits blancs, entre guillemets, peuvent être aussi dans ce ressentiment-là. Moi, je pense qu'il faut absolument échapper à ça. C'est un sentiment qui ne mène à rien, qui mène juste à s'enfermer dans quelque chose de victimaire. Donc, dans la devise du Figaro, il y a aussi l'idée de l'éloge, quoi, de l'éloge réel, et je crois qu'il faut aussi aimer, aller de l'avant et ne jamais être blasé. Je déteste les journalistes blasés et cyniques, et moi, je découvre des choses toujours nouvelles dans mon métier chaque jour. Donc vous êtes arrivé au début du Figaro Vox. De nombreux intellectuels et polémistes, vous les côtoyez tous les jours. Quelle est la place du Figaro Vox aujourd'hui dans le débat public ? Est-ce que c'est à moi de le dire ? Je ne sais pas, je crois qu'il a acquis quand même une place importante. Je l'ai en quelque sorte cofondé avec Vincent Trémollet de Villers. J'étais là au tout début, je venais d'Atlantico, donc on a inventé ce site de débat et d'opinion qui n'existait pas au Figaro avant, et c'est vrai que ça a été un succès qui peut-être... j'allais dire nous a dépassé. En tout cas, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi vite et aussi bien. Je crois que il y a maintenant près de 10 ans, il y avait une véritable appétence dans la société pour les idées, un refus du politiquement correct, du ronron médiatique. Et donc, on a ouvert un espace qui, je crois, ensuite, s'est peut-être démultiplié. Je pense que si un certain nombre de médias, notamment le vôtre, existent, c'est aussi d'une certaine manière parce que le Figaro Vox a ouvert la porte à la télévision aussi. On a permis de faire émerger de nouveaux visages. Maintenant, je pense que ce serait injuste de nous limiter
comme certains veulent le faire à gauche, au site de la droite radicale ou de la droite du Figaro, parce que je crois que c'est pas vrai. Au contraire, quand je disais qu'on a ouvert des champs différents, jamais il y a eu autant d'intellectuels de gauche, pour le coup, d'intellectuels, de journalistes, d'essayistes au Figaro, que depuis qu'il y a le Figaro Vox. Jacques Julliard, Michel Onfray, Laurent Bouvet, hélas, qui nous a quittés. Mais on a eu aussi Michéa, Emmanuel Todd, qui a d'ailleurs expliqué récemment dans une interview, on lui a dit « Mais pourquoi vous vous exprimez au Figaro c'est un journal de droite ?» Il a répondu « Oui, c'est un journal de droite, mais Le Monde est un journal de merde. » Donc je crois que c'est le plus bel hommage qu'on ait pu rendre au Figaro Vox, c'est finalement Emmanuel Todd qui l'a fait. D'accord, et vous avez aussi des intellectuels aussi, vous avez ouvert la voie aux intellectuels souverainistes. Également, oui, alors ça, je pense que sans me jeter des fleurs, c'était quelque chose, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup participé, parce que c'est vrai que moi, je me reconnais dans ce courant d'idées-là, et c'est vrai que ça existait aussi avant au Figaro, hein, et Éric Zemmour peut être qualifié d'une certaine manière de souverainiste, ou en tout cas il l'a été. Il y a eu Natacha Polony, il y en a eu d'autres, Jean-Christophe Buisson, donc il ne s'agit pas de dire que c'est seulement nous qui avons ouvert ces portes-là, mais on y a effectivement contribué. En réalité, il y a vraiment un pluralisme, parce que je vous ai cité des gens qui viennent plutôt de la gauche, il y a des gens libéraux, hein, comme Gaspard Koenig, par exemple, qui signe régulièrement au Figaro Vox. Donc il y a un véritable pluralisme. Et c'est peut-être, vous me demandiez quelle est la place du Figaro Vox, c'est peut-être justement ce qui intéresse autant les gens, c'est d'avoir des opinions différentes, qui se confrontent. D'autres ont été des défricheurs. Je pense par exemple à Tadei, quand il faisait Ce soir ou jamais, a fait un peu ça aussi d'une certaine manière. Donc ça a été un modèle aussi. Donc vous avez raison, mais pas seulement des souverainistes, on a des sociodémocrates, on a des libéraux, on a des réactionnaires, on a en réalité de tout, et je pense que c'est ce qui nous permet de continuer à surprendre nos lecteurs. Vous avez parlé d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'il peut se relancer avec son nouveau livre? Très honnêtement, je ne crois pas. Je vais jouer franc jeu. Éric Zemmour est un ami, ça a été un collègue du Figaro, c'est quelqu'un que j'ai aussi admiré quand j'étais pas encore journaliste, puis jeune journaliste. Éric Zemmour, je ne crois pas qu'il puisse se relancer néanmoins, malgré effectivement toute la sympathie, l'admiration que j'ai pu avoir pour lui. Je cherchais mes mots, pardon, je disais aussi que dans le livre Les Nouveaux Enfants du siècle, je parlais de génération Zemmour, et c'était bien avant qu'il se lance dans la campagne, puisque le livre doit avoir maintenant 6 ou 7 ans. Donc, je suis peu soupçonnable de pas croire en lui, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas l'espace politique en réalité en tout cas pour être au premier plan. Reconquête peut être une force d'appoint au sein d'un grand parti, appelons-le populiste, puisque j'ai écrit sur des livres sur le phénomène populiste. Il peut incarner la partie conservatrice de ce courant-là, mais je ne le vois pas aujourd'hui dominant. On l'a vu, il a fait 7% à l'élection présidentielle. Marine Le Pen a été au second tour, et surtout ce qui a tout changé peut-être, c'est qu'elle a obtenu 90 députés à l'Assemblée nationale. Donc je crois que de ce fait, il y a quand même un espace politique qui s'est réduit pour Éric Zemmour, et par ailleurs, je pense qu'il fait, moi, une erreur stratégique en parlant d'union des droites. Je fais partie de ceux qui ont théorisé dans Recomposition l'idée que le vrai clivage se faisait désormais sur la question de la mondialisation, que c'était un clivage identitaire, culturel, que l'immigration comptait beaucoup, mais il y avait aussi
aussi une dimension sociale. J'ai parlé de mes parents tout à l'heure, de la désindustrialisation, de la paupérisation économique. Il y a un sentiment de dépossession démocratique aussi très fort. On va peut-être en parler avec la question des retraites notamment, depuis le référendum de 2005. Et donc, le clivage se fait là-dessus, ceux qui sont pour la poursuite d'un projet, je dirais, très largement européiste, gestionnaire, technocratique, pour le statu quo, pour toujours plus de métropolisation, et ceux qui désirent offrir finalement un avenir à une France plus populaire, qui retrouverait une forme d'indépendance, qui ne se fonderait pas totalement dans la mondialisation. Et donc je crois que du coup, le clivage droite-gauche est dépassé. On est dans autre chose. Alors, la question, c'est quand Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. On peut penser que peut-être ce clivage sera moins solide qu'avec l'affrontement Macron-Le Pen, mais je crois que ça dépasse en réalité les acteurs. Donc si Éric Zemmour s'inscrit dans ce clivage-là, il a peut-être une chance, mais vouloir poursuivre l'union des droites, puis l'union des droites avec qui, j'ai envie de vous dire, avec les LR, ils ont fait 4% à la présidentielle, donc je ne crois pas que c'est là qu'il y ait beaucoup de voix à récupérer. Et avec Marine Le Pen, ceux qui avaient voté Éric Zemmour au premier tour ont majoritairement voté Marine Le Pen au second tour. Donc d'une certaine manière, l'union s'est faite toute seule. Par contre, les acteurs n'ont pas l'air de vouloir partir en vacances ensemble. C'est pour ça que pour le moment, voilà, le destin politique d'Éric Zemmour me semble en suspens. Après, on n'est jamais mort en politique. Et donc l'avenir du populisme en France, selon vous? Je pense que le courant populiste va continuer d'exister, parce que je crois qu'il y a une recomposition politique qui est liée... j'allais dire, d'une certaine manière, il y a un mélange entre Marine Le Pen, qui est quand même aujourd'hui celle qui politiquement a su le mieux récupérer cette aspiration. Il y a quand même l'abstentionnisme, qui est sans doute le premier parti populiste aujourd'hui, et c'est peut-être le drame, c'est que aucun candidat n'a réussi à parler aux abstentionnistes, et Éric Zemmour incarne malgré tout une forme de populisme, mais un populisme qui est plus libéral, sans doute, qui s'adresse moins aux catégories populaires, qui est quelque chose qui est proche du conservatisme. Et moi, je pense que le conservatisme est un allié naturel du populisme, parce que je crois que le peuple est en fait conservateur. Il est attaché à des valeurs traditionnelles parce qu'il sent bien que c'est sa dernière protection. La famille, par exemple, face à un monde de plus en plus incertain, est une protection naturelle, j'allais dire, pour les classes populaires. Mais je ne pense pas que le courant conservateur puisse à lui seul obtenir une majorité. Donc qui incarne cela en France? Je vous l'ai dit, c'est un peu de ces trois-là, et peut-être demain un candidat qu'on ne connaît pas encore. D'autant plus que... Comment? Non, pas un Mélenchon, non. J'expliquais justement dans mon livre que le populisme de gauche n'existe pas. Justement, le populisme veut transcender les courants, et en réalité, Mélenchon ne veut pas transcender les courants. Il s'est toujours considéré comme de gauche, de plus en plus aujourd'hui. Alors, il a fait une campagne peut-être assez populiste en 2017. Mais quand on lit Chantal Mouffe, par exemple, qui a été la grande inspiratrice de Jean-Luc Mélenchon, elle a une vision instrumentale du populisme. En fait, elle explique que le drapeau français est un signifiant vide, pour reprendre son vocabulaire. Donc, en fait, on peut agiter le drapeau français plutôt que le drapeau rouge, que le drapeau rouge fait fuir les gens, qu'on peut chanter la Marseillaise. Elle a une dimension réellement populiste, c'est qu'elle croit à un chef charismatique, mais finalement, elle dit que c'est au service quand même d'un projet
à gauche et elle renonce à rien de ce qui fait finalement la gauche radicale. Par ailleurs, je crois qu'elle a une différence fondamentale avec les populistes tout court, enfin que le populiste de gauche qui s'assume de gauche a une différence fondamentale, c'est qu'il s'adresse au peuple démos, au peuple civique. Ça, c'est un point commun avec les populistes tout court, qui veulent justement retrouver une forme de souveraineté populaire, mais elle s'adresse jamais au peuple ethnos. Alors, quand je parle de peuple ethnos dans mon livre, je ne parle pas de peuple ethnique, mais je parle de peuple culturel. Je crois que le peuple français, ce sont pas seulement les classes populaires, pour le coup, c'est pas seulement un peuple civique, c'est aussi un peuple qui est lié par un héritage, une culture, une histoire, et ça, quand on lit Chantal Mouffe, elle, ça ne l'intéresse pas du tout, elle parle de construire un peuple en jouant justement sur le rassemblement, la convergence des luttes des minorités. Donc je crois que ça, c'est un projet qui est incompatible avec le populisme. Du reste, je disais que Jean-Luc Mélenchon avait un peu suivi Chantal Mouffe en 2017. Ça lui avait d'ailleurs permis de faire un bon score. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement plastique, là, il a plutôt suivi, pour le coup, une stratégie d'union des gauches. Mais il a fait l'union des gauches et non l'union populaire, comme il le souhaitait. Sinon, il aurait été au second tour. Il a manqué 9 voix pour faire tomber le gouvernement le 20 mars. Pour vous, est-ce que le gouvernement est légitime encore ? On est dans une situation institutionnelle, je dirais, assez inédite. En réalité, ce qui s'est produit, pour répondre à votre question, il faut revenir aux résultats de la présidentielle et des législatives. Je crois fondamentalement que les Français ont réélu Emmanuel Macron parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce que justement les populistes n'étaient sans doute pas assez crédibles, payaient une partie de leur histoire, pour ce qui est de Marine Le Pen, de son ancrage passé à l'extrême droite. Donc le pays n'était pas prêt à basculer. Ils ont préféré un candidat du statu quo. Finalement, celui qui leur faisait le moins peur, qui était le moins une aventure. Mais ils étaient quand même insatisfaits de leur propre choix. C'était un choix par défaut. D'ailleurs, ça s'est vu avec le taux de participation. Et donc, ils ont souhaité que ce candidat, finalement, redevenu président, soit limité dans ses pouvoirs, et que l'Assemblée nationale reflète un peu mieux, justement, le pluralisme des opinions en France. Ce faisant, ça crée une forme de situation bloquée où le président de la République a été élu, donc il est légitime, mais finalement va avoir assez peu de pouvoir parce qu'il va être bloqué par les oppositions, puisqu'il a en réalité, on l'a découvert là avec cette réforme des retraites, il n'a pas de majorité. Donc il n'y a pas de majorité alternative, mais le président n'a pas de majorité non plus, et le quinquennat va être très long. Puisqu'on peut imaginer qu'à chaque fois qu'il y aura une loi importante, clivante, il ne trouvera pas de majorité à l'Assemblée nationale et il sera dans l'obligation de sortir le 49.3. 49.3 qu'il a par ailleurs lui-même délégitimé avant de l'utiliser en expliquant qu'il fallait absolument un vote. On a vu la réaction que ça a provoqué dans le pays. Du coup, ça va être très difficile de le réutiliser et surtout, la Constitution a changé. À l'époque de Michel Rocard, qui lui aussi avait une majorité relative à l'Assemblée nationale, on pouvait utiliser le 49.3 autant de fois qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça va être une fois par session parlementaire, hormis les lois de finances. Donc, le président est légitimement élu, mais je crois que s'il veut gouverner, il faut qu'il retrouve une forme de légitimité populaire. Et je crois que c'est ce qu'il n'a pas su faire avec cette réforme des retraites. Pour retrouver une légitimité populaire, je pense qu'il faut revenir au peuple d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est par je sais pas si c'est par une dissolution, parce que la dissolution, le risque, c'est d'avoir finalement de se retrouver dans le même cas de figure avec
aucune majorité qui ne se décide, mais le référendum peut être un outil de gouvernement. Donc on imagine qu'il n'ira pas sur la question des retraites parce qu'il sait que ce sera perdu, mais ça peut être une méthode pour gouverner. Le général de Gaulle, et c'est une méthode très populiste, dans mon livre je dis que le général de Gaulle est un populiste haut de gamme. En 10 ans de pouvoir, il a utilisé 5 fois le référendum, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans, et c'était un pouvoir très vertical, mais qui justement vérifiait sa légitimité. Et puis quand il n'a plus de légitimité puisqu'il a perdu le référendum, il est parti. Donc contrairement à ce qu'on dit, le général de Gaulle était d'une certaine manière un hyper-démocrate. On pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron se saisisse de certaines questions qui intéressent vraiment les Français. J'ai pas l'impression que la question des retraites était leur priorité, mais il y a des questions qui ne font pas consensus dans la classe politique, mais qui travaillent la société française, à commencer par la question de l'immigration. Les politiques migratoires n'ont jamais été décidées par les Français. Peut-être que ce sera le moment de les consulter là-dessus. On pourrait aussi imaginer de les consulter sur le travail, peut-être sur les institutions, je ne sais pas, mais ça peut être en tout cas une méthode de gouvernement si le blocage à l'Assemblée nationale se poursuit. On reviendrait d'une certaine manière à l'essence de la Ve République. On met beaucoup en cause les institutions dans le blocage qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que c'est pas le problème de la Ve République. Je pense que le problème, c'est qu'elle a été dévoyée. Je rappelle, effectivement... Peut-être qu'elle était faite juste pour le général de Gaulle. Alors, elle était peut-être faite juste pour le général de Gaulle, qui effectivement était un personnage hors norme. L'homme providentiel. Et un homme providentiel, mais enfin on pourrait en respecter l'esprit. Je vous le redis, l'esprit c'est à la fois une constitution qui permet une grande autorité du pouvoir exécutif, beaucoup de marge de manœuvre, mais qui consiste aussi à vérifier régulièrement sa légitimité. Je crois que c'est l'article 2 ou l'article 3 qui explique que la souveraineté s'exerce par la voie de ses représentants ou par la voie du référendum. C'est mis dans la Constitution au même plan, la démocratie représentative et la démocratie directe. Je crois que vu le blocage et le manque de confiance dans la démocratie représentative aujourd'hui, pour renouer avec les citoyens, eh bien, revenir à un peu de démocratie directe. Je ne dis pas qu'il faut déclencher des référendums tous les 4 matins, mais ce serait au moins un moyen de se relégitimer et de renouer un lien avec le peuple, et puis d'effacer ce qui a été un traumatisme démocratique, c'est-à-dire ce référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Pour vous, ça a été un vrai traumatisme. Ah, je pense que oui, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans la délégitimation de la démocratie représentative, il y a le souvenir de ce référendum-là. Donc, pour recoudre les plaies, d'une certaine manière, il faudrait peut-être retourner au peuple. Vous noterez que il n'y a plus eu de référendum depuis ce référendum de 2005, et depuis que finalement on a fait passer le traité que les Français ont refusé par référendum par la voie parlementaire. Donc pour vous, c'est Emmanuel Macron qui a échoué sur la réforme des retraites, c'est pas son gouvernement, Elisabeth Borne, ou qui ont échoué sur la forme ? Non, c'est Emmanuel Macron qui était effectivement en première ligne, c'est sa réforme, et d'ailleurs d'une certaine manière il l'assume. Il l'avait annoncé pendant sa campagne. Il l'avait annoncé pendant sa campagne, et d'une certaine manière il assume son échec, même s'il présente ça comme une victoire, en refusant de remanier le gouvernement. Il a bien compris que ça ne servira à rien, puisque c'est pas la défaite d'Elisabeth Borne, c'est la défaite d'Emmanuel Macron. Mais je crois que moi je suis pas de ceux qui veulent à tout prix faire d'Emmanuel Macron le bouc émissaire de tout. Je pense qu'effectivement, dans le rejet de la réforme des retraites, il y a aussi un symptôme de la crise démocratique que je décrivais, du fait que les représentants apparaissent de plus en plus déconnectés de la réalité du peuple, et ça avait commencé avant Emmanuel Macron, et je pense que le rejet de la réforme des retraites pour la société française vient aussi du fait que le principal horizon politique de ces 30 dernières années a semblé être la réforme des retraites. Moi, j'ai 36 ans maintenant. À chaque gouvernement, j'ai connu une réforme des retraites. J'avais 10 ans pendant les grandes grèves de 95. Je me souviens de ne pas avoir été à l'époque. On a l'impression que Alain Juppé a perdu toutes les élections depuis, mais qu'il est toujours au pouvoir.
Donc là, il y a un déficit de vision, et il y a une espèce de vision, voilà, purement gestionnaire et technocratique et comptable de la politique, et je crois que c'est ça que les Français ont rejeté. Même François Hollande a fait une réforme des retraites plus discrète et plus subtile, qui était la réforme Touraine, c'est-à-dire d'augmenter les annuités, mais même François Hollande a fait une réforme des retraites. Donc c'est dans la crise de la démocratie, il y a le traumatisme de 2005, mais il y a aussi le sentiment que quelles que soient les alternances, c'est plus ou moins la même politique, dictée par des impératifs budgétaires, dictée un peu par Bruxelles, un peu par les marchés financiers, sans qu'on soit capable d'expliquer quel est le grand dessein pour la France. Moi, je suis pas contre Bruxelles ou contre les marchés financiers par principe. Je suis même capable de comprendre qu'on a un problème de déficit budgétaire dans le pays, mais il faut quand même qu'on m'explique en quoi la réforme des retraites va pouvoir s'inscrire dans une véritable stratégie de redressement du pays. Et ça, ils sont pas capables de le faire. Par ailleurs, il y a sans doute des économies budgétaires à faire, mais pourquoi toujours le faire sur le dos de la France qui travaille ? On a par exemple un article très récent, très intéressant dans Figaro Vox, que je vous invite à lire, qui est une discussion entre Pierre Vermeuren et Jérôme Fourquet, justement sur cette question-là. Et Pierre Vermeuren explique très bien qu'aujourd'hui en France, même si le gouvernement parle de plein emploi, il y a effectivement 3 millions de chômeurs, mais il y a 3 millions de temps partiels subis, et il y a 4 millions de personnes qui sont sorties des radars. Ça fait 10 millions de Français qui ne travaillent pas, et en réalité, il y a seulement 23 millions d'actifs qui portent sur leurs épaules tout le pays, et ces 23 millions d'actifs ne comprennent pas pourquoi on leur demande à eux de travailler plus, pourquoi on ne cherche pas des solutions pour ceux qui ne travaillent pas. Alors dans ceux qui ne travaillent pas, il y a sans doute une partie qui profite du système, donc ça il faut revoir le système et le modèle, et il y en a d'autres, je parlais tout à l'heure de cette France périphérique, où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus d'industrie. Il est peut-être temps de réindustrialiser le pays, parce que c'est non seulement une question d'emploi, mais une question d'indépendance stratégique. On l'a bien vu au moment du Covid, où on n'était même plus capable de produire des masques. Donc je crois que c'est ça qui fait que cette réforme ne passe pas, c'est que les Français sentent bien que les enjeux sont ailleurs, et que cette réforme va peut-être permettre d'économiser quelques milliards, mais pas réellement de redresser le pays, et que par ailleurs, ceux qui vont porter la charge sont toujours ces classes populaires, moyennes, dont on parlait au début de l'entretien, et qui, en plus de porter le pays, sont sans cesse déconsidérées. On ne veut pas entendre ce qu'elles ont à dire. Donc je pense qu'il y a l'opposition traditionnelle de la CGT et des syndicats, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit soutenu par 60% de l'opinion, et des gens qui ne viennent pas du monde syndical ou de la gauche mélenchoniste. Et par ailleurs, le chiffre le plus impressionnant, c'est 93% des actifs qui sont contre cette réforme. Donc je pense que c'est pas simplement parce qu'ils refusent de travailler 2 ans de plus et qu'ils sont un peu feignants, comme certains voudraient le sous-entendre, c'est que vraiment, ils ne comprennent pas pourquoi l'effort porte toujours sur eux, et pourquoi on ne s'attaque pas d'abord au vrai problème. Ensuite, je pense que les réformes un peu punitives, si elles s'inscrivent dans une vraie vision, seront mieux acceptées par les Français. Donc pour vous, c'est vraiment une réforme punitive? Même le mot réforme, d'une certaine manière, a été dévoyé, j'allais dire, parce que autrefois, le mot réforme, c'était quand même quelque chose de positif. Aujourd'hui, voilà, c'est une forme de régression sociale. Je ne dis pas du tout que c'est Émile Zola et que, comme la France insoumise, que les gens vont mourir au travail. Mais encore une fois, dans un pays qui compte 10 millions de personnes sans activité, en âge de travailler, pourquoi on ne s'attaque pas à ce cœur du problème, et pourquoi on continue à faire finalement une société peut-être de consommateurs, parce qu'il y a d'un côté la France du travail et la France qui consomme sans travailler. Alors dans ces gens-là, il y a des gens que ça satisfait, mais il y a des gens qui aimeraient bien avoir un travail et qui trouvent tout cela indigne. Je crois que ça crée une forme de malaise social, ce modèle où nous ne sommes plus des citoyens, où nous ne sommes plus des producteurs, mais où nous sommes simplement des consommateurs. Dans les colonnes du Figaro, justement, Édouard Philippe a mis en garde donc, le gouvernement et la majorité contre la tentation de l'immobilisme. Est-ce que, donc,
pendant les 4 prochaines années du mandat d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on va voir cet immobilisme finalement ? Je pense que j'ai décrit tout à l'heure la situation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité, et donc ça va être très difficile pour lui de mettre en place des lois clivantes. Donc il est très probable qu'on ait une forme d'immobilisme. Mais je ne suis pas non plus fou pour le bougisme, si vous voulez. C'était d'ailleurs toute la limite du macronisme. En marche, mais en marche vers où, vers quoi, pour quel projet. Et c'est aussi vraiment le problème, je crois, d'Édouard Philippe, qui finalement s'inscrit dans la même lignée. Il faudrait absolument réformer, mais réformer, pourquoi faire ? Donc je pense qu'effectivement, il y a des problèmes fondamentaux dans ce pays, que j'ai cités tout à l'heure, mais ce n'est pas l'agenda technocratique qu'on connaît depuis 30 ans. Donc finalement, si Emmanuel Macron est obligé de renoncer à cet agenda-là, moi, je ne pense pas que ce sera une tragédie, mais il faudra bien qu'un jour, quelqu'un ait un autre agenda, et surtout un agenda qui s'appuie sur une vraie vision, sur un vrai projet émancipateur et rassembleur. Début de l'entretien, on faisait la peinture d'un pays fracturé. Je rappelais mon premier livre, où je vous montrais une jeunesse extrêmement fracturée. Je pense qu'il y a un moyen pour dépasser ces oppositions, c'est effectivement croire de nouveau dans la puissance, dans la grandeur du pays, dans notre capacité à entreprendre des choses. Il n'y a pas ce discours-là. On pourrait avoir ce discours-là même sur la réforme des retraites. C'est vrai que sans doute de manière collective, encore une fois, à commencer par les 10 millions qui ne travaillent pas, mais de manière collective, un pays a besoin de produire, de faire des choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait entendre. Un pays qui travaille plus pour produire plus, mais à des fins de restaurer finalement voilà, une forme de, je ne sais pas si c'est de grandeur, mais en tout cas de prospérité, de bien-être aussi, c'est pas interdit, et ça on l'entend pas du tout. Ils sont pas capables de tenir ce discours-là. Je crois qu'on a quand même besoin de ce type de discours pour que les Français aient envie de se transcender pour un objectif commun. Vous dites finalement que les politiques ne font plus rêver. Ils sont technocratiques, ils sont gestionnaires. Comment on en est arrivé là finalement ? Je pense qu'on assiste à la fin d'un monde. Effectivement, je pense vraiment que les politiques sont technocratiques, gestionnaires, mais ça tient à une époque. C'est vraiment ce que j'ai raconté dans mes 2 livres, à la fois Les Nouveaux Enfants du siècle et Recomposition. Moi, j'ai grandi, je suis né en 1986. 2 ans après, il y avait la chute du mur de Berlin, et il y avait cette illusion, justement, que c'était la fin de l'histoire, que la technocratie, le marché allait gouverner, qu'il allait suffire d'imposer des normes un peu partout, et puis qu'on aurait un vivre ensemble planétaire dans un multiculturalisme heureux. On voit bien que ce projet-là n'a pas fonctionné, et que le réel s'est rappelé à nous, et je crois qu'on assiste à une forme de retour des peuples et des nations qui se fait malgré la classe politique. Une classe politique qui est ringarde, en fait. Qui est ringarde. Exactement. Moi, je ne sais plus si c'est un de mes chapitres ou de mes sous-chapitres, mais j'explique qu'Emmanuel Macron est le dernier samouraï, finalement, du vieux monde, d'une certaine manière, de ce vieux monde technocratique. Je crois qu'Emmanuel Macron, dans sa première campagne, nous a vendu ce qu'il appelait une forme de disruption, il disait même de révolution, mais en réalité, il a été l'homme qui permettait de sauver, de donner un sursis à ce régime technocratique. Et je crois que ce régime technocratique est épuisé. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la réforme des retraites. Il ne fait plus rêver, il n'est plus capable d'entraîner. Quand bien même il peut avoir raison sur certains points, on peut penser qu'effectivement, étant donné l'espérance de vie, il faut travailler plus, mais il n'est pas capable de nous expliquer pourquoi et d'entraîner avec lui. Et donc on voit d'élection en élection ce régime agonir. Maintenant, la réalité, c'est qu'il n'y a pas réellement d'alternative. Mon livre Composition a été sous-titré Le Nouveau Monde populiste. C'est un monde qui a du mal à émerger ou qui émerge par à-coups. Il y a eu des expériences populistes dans les démocraties occidentales, hein, c'est quand même un fait nouveau, mais ils ont quand même eu du mal à rester au pouvoir, mis à part le cas Orban. On voit bien que Donald Trump, que Boris Johnson, ça a été compliqué. Donc ce que j'appelle le populisme aujourd'hui est encore, je dirais, dans une forme
imparfaite. Et on cherche d'une certaine manière un populisme de gouvernement, un populisme haut de gamme. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi je défends effectivement, je l'ai dit, les classes populaires, la France périphérique, mais je crois quand même qu'il faut sortir de l'affrontement dans lequel on est entre la France des métropoles et la France périphérique, et sans doute trouver une synthèse entre les intérêts de cette France des métropoles finalement qui fonctionne bien. Il y a ceux qu'on appelle les bobos, ils trouvent leur compte et c'est tant mieux pour la France, mais il faut trouver une synthèse qui ferait que les intérêts effectivement de ces bobos-là ne nuisent pas aux intérêts de la France populaire et que les deux soient capables de se parler. Donc je suis pour une alternative populiste, mais pas non plus dans une surenchère, justement, qui serait fondée sur le ressentiment. Je commençais l'entretien en disant que j'ai pu observer les ravages qu'a fait la politique du ressentiment sur la jeunesse issue de l'immigration. Et je voudrais pas que les petits blancs, entre guillemets, on soit capable que de leur servir un discours victimaire et d'opposition manichéenne avec une France d'en haut, entre guillemets, ou une élite, entre guillemets, qui effectivement aujourd'hui, je pense, n'est plus capable de répondre aux défis du présent, mais détester l'élite pour détester l'élite, ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc il faudrait un populiste intello. D'une certaine manière, peut-être, ça a été peut-être d'ailleurs l'erreur d'Éric Zemmour de rester peut-être trop intello et pas assez populiste. Il aurait pu être une forme c'est ce que disait Michel Onfray d'ailleurs. Il aurait pu être une forme de synthèse sur ce plan-là. Boris Johnson a fait quand même a essayé une synthèse. Alors il a été démis d'une certaine manière par son parti. L'intelligentsia a repris la main, mais c'est un combat permanent. Mais je crois qu'il faut faire cette synthèse. Je ne sais pas si c'est intello, mais si vous voulez, pour le coup, je parle de populisme haut de gamme dans mon livre, et le modèle absolu, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il savait être proche des classes populaires, mais il tirait tout le monde vers le haut. Je pense qu'il faut tirer tout le monde vers le haut. Donc viser aussi les abstentionnistes. Viser les abstentionnistes, ne pas rendre hystérique, je te disais, la France qui va bien métropolitaine. Oui, il faut viser tout le monde avec un projet de dépassement. Je crois qu'il faut qu'il y ait l'idée de dépassement et une forme de transcendance. La politique a besoin de transcendance. Ceux qui votent toujours aujourd'hui à Anne Hidalgo. Voilà, alors c'est très très ambitieux. Non, j'ai pas forcément dit faire en sorte qu'ils votent pour un populiste, mais en tout cas j'ai dit ne pas les hystériser. Par ailleurs, Anne Hidalgo a fait un score à la présidentielle. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de voix à récupérer, mais disons que ceux qui votent Emmanuel Macron, il y en a une partie qui vote Emmanuel Macron parce qu'ils ont peur du changement, parce que ils se reconnaissent pas finalement dans un discours qui peut apparaître revanchard. Je pense qu'il y en a une partie qui peut rejoindre un candidat qui servirait davantage les intérêts du peuple, ou du moins ne pas être rebuté, ne pas avoir le sentiment que la politique se fait contre eux. Je pense qu'elle doit se faire pour les classes populaires, pour ceux qui sont aujourd'hui déclassés ou ceux qu'on veut contourner même aujourd'hui, parce qu'on commençait avec le référendum dont on n'avait pas de 2005, dont on n'avait pas tenu compte. Donc ça doit se faire pour eux, mais pas forcément contre les élites. Et je crois aussi que la difficulté, c'est que le populisme, jusqu'ici, n'a pas su créer une véritable élite autour de ses candidats. Donc certes, ça repose sur un chef charismatique, mais ça repose aussi sur des forces vives qui sont encore une fois, je crois, en gestation. Au Figaro Vox, on l'a vu, avec des nouvelles figures intellectuelles, avec de nouveaux médias qui sont apparus. On voit que le paysage bouge, mais il faut des élites économiques, il faut des élites dans la haute fonction publique. Ça prendra du temps, mais je pense qu'on est précisément, j'espère, pas seulement en décomposition. Il y a un monde qui se décompose, mais j'espère qu'en dessous, il y a un monde qui se recompose petit à petit. Il semble que en fait, la France soit quand même l'unique pays où le populisme ne fonctionne pas, en tout cas. Il n'arrive pas au pouvoir.
d'une certaine manière, je disais, elle a inventé le populisme, Ouais. puisque je dis dans mon livre que le bonapartisme est une forme de populisme, le gaullisme est une forme de populisme. Aujourd'hui, effectivement, le populisme n'est pas arrivé au pouvoir, mais je crois que c'est lié à deux particularités. D'abord, un système institutionnel qui fait que le vainqueur doit remporter 50% des voix, ce qui est compliqué. Éric Zemmour, c'est je crois aussi son erreur, c'est qu'il prend exemple sur Mélanie. En réalité, Mélanie, elle a fait, je crois, 46% des voix au total, grâce à un système proportionnel. Avec 46% des voix, en Italie, on peut gouverner. C'est pas le cas en France. 46% des voix, c'est plus que ce qu'a fait Marine Le Pen, mais enfin, on est à 3-4 points près. Donc on n'en est pas si loin. Donc il y a ce système-là présidentiel qui était censé justement permettre d'avoir un dialogue direct avec le peuple et qui aujourd'hui, finalement, les institutions se retournent contre la souveraineté populaire. Et ensuite, il y a le fait que Marine Le Pen, malgré tout, est issue d'un parti d'extrême droite. Et je pense que ça pèse de moins en moins, puisque les Français comprennent qu'elle n'est pas fasciste, mais ce parti, voilà, tout seul venant d'extrême droite, c'est pas la majorité des cas. Alors Mélanie, c'est le cas, mais dans un système proportionnel où elle a des alliances qui rassurent. Et après, Donald Trump, finalement, s'est emparé d'un parti traditionnel, l'a transformé en parti populiste. Boris Johnson s'est emparé d'un parti traditionnel, a essayé difficilement de le transformer en parti populiste. Viktor Orban est venu a été leader d'un parti traditionnel avant. Donc le fait, malgré tout, que la principale représentante du populisme en France vienne de l'extrême droite, c'est sûr que ça a pesé dans le changement. Maintenant, on voit qu'en France aussi, il y a des transformations. Je ne sais pas si c'est Marine Le Pen qui sera le prochain président de la République. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mais il faut quand même observer que les scores du Rassemblement national n'ont cessé d'augmenter et que le fait nouveau, c'est quand même qu'elle a 90 députés à l'Assemblée nationale. J'aimerais reparler du 49-3. Qu'est-ce que ça nous dit de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ? Moi, je suis pas de ceux... Je pense qu'il y a une crise démocratique, je l'ai beaucoup dit, mais je pense que le 49.3 est un outil parmi d'autres. C'est vrai qu'on dit beaucoup 49.3, 49.3... On se souvient que la droite voulait justement gouverner par ordonnance pour aller plus rapidement. Donc, et je pense que c'est un outil qui peut être utile parce que l'un des problèmes en France, c'est aussi l'impuissance publique. Et que, moi, je ne suis pas pour un pouvoir faible, mais je crois que l'utilisation du 49.3 dans ce contexte, faut le remettre dans le contexte, dans un contexte d'un pouvoir qui a une faible légitimité malgré tout. Pour être capable de gouverner vite, d'avoir de l'autorité, il faut une forte légitimité. Or, Emmanuel Macron a été élu, qu'on le veuille ou non, 2 fois par défaut, et la deuxième fois, les Français ont choisi délibérément, je pense, inconsciemment, de ne pas lui donner de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, dans cette période de frustration démocratique où les gens en ont marre de voter contre, on en marre que certaines questions que j'ai évoquées tout à l'heure soient jamais évoquées, qu'on passe en force sur un sujet où tous les sondages indiquent qu'ils sont majoritairement contre. Donc Emmanuel Macron est minoritaire dans le pays, mais en plus il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'a même pas été capable de convaincre la droite LR. L'utilisation du 49.3 apparaît effectivement comme une forme d'entorse à la démocratie. Du reste, il a quand même fait une erreur stratégique, puisque je rappelle que c'est lui qui l'a délégitimé, le 49.3. Alors quand il était ministre de l'économie, il reprochait à Emmanuel Valls de l'avoir utilisé, mais à la veille même de l'utiliser, c'est là où il a donné, je crois, du carburant au mouvement social. C'est-à-dire que la veille de choisir le 49.3, il expliquait qu'il fallait un vote et qu'on allait aller au vote et que le 49.3 serait une mauvaise solution. Il s'est bien rendu compte qu'il n'aurait pas le nombre de votes nécessaires pour faire passer la réforme, et donc il a décidé 3 heures avant de faire un 49.3. Donc il y a un contexte lointain, et en plus il y a un contexte présent. Alors, on peut dire quand même que la manière dont il s'y est pris pour faire passer cette loi était quand même très mauvaise. Il y a eu une mauvaise communication, une mauvaise organisation.
Et donc, dans un contexte de frustration démocratique, de dépossession démocratique, eh bien, le 49.3 a été l'étincelle, je dirais, qui a déclenché, en tout cas, un début d'incendie. Mais c'est pas le 49.3 lui-même qui est en cause. Reparlons aussi de légitimité. Pour Emmanuel Macron, je le cite, « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus ». Je trouve ça assez intéressant comme réflexion, que ça représente un peu sa réflexion. Finalement, en fait, les Français n'ont pas le droit de s'exprimer, enfin, ils ont le droit de s'exprimer qu'à travers la démocratie représentative. C'est peut-être que c'est ce que ça suggère en partie. Alors moi, je vais être tout à fait honnête, je pense que quand ils visent les foules, ils visent les Black Blocs, les gauchistes qui brûlent, qui cassent, et qui là, effectivement, sont, à mon avis, en dehors du cadre démocratique. Mais si ça heurte totalement, c'est parce que justement, il y a un soupçon avec Emmanuel Macron de ne pas aimer la contradiction, de vouloir contourner toujours la souveraineté populaire, et puis il n'aime pas qu'on lui résiste, en fait. Oui, il y a ça, mais il y a une vision qui est une vision justement partagée par les élites technocratiques, c'est qu'il y a en fait le cercle de la raison qui gouverne, que la démocratie, c'est les institutions, la garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux, mais que finalement, le gouvernement est une question d'experts. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. On est vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a une vraie crise démocratique, je crois que vraiment, beaucoup de Français ne supportent pas ce discours. S'il n'y a plus pas d'alternative, ça veut dire ça veut pas dire du tout qu'on est en dictature. Encore une fois, les droits fondamentaux, les libertés individuelles sont respectées. Il s'agit pas de dire que on est dans un régime autoritaire, mais il manque un aspect de la démocratie qui est l'aspect de la souveraineté populaire. La démocratie ne se limite pas aux institutions et les institutions surtout ne doivent pas devenir un moyen de contourner la volonté du peuple. Et je pense qu'on est gouverné. Emmanuel Macron a poussé ça à son paroxysme, en assumant de gouverner au centre et d'expliquer que tous ceux qui étaient en désaccord avec lui faisaient partie des extrêmes, donc il a été très loin, mais ça fait des années qu'on est un peu dans cette logique-là, dans cette logique de dire il n'y a pas d'alternative, c'est le gouvernement du cercle de la raison, sauf qu'autrefois il y avait quand même un semblant d'alternance droite-gauche, même si en réalité il se retrouvait au moins sur le plan économique et social sur la même politique. En réalité, ce que Marine Le Pen appelait l'UMPS, il y avait déjà ce sentiment-là, mais là, Emmanuel Macron l'a exacerbé en choisissant finalement d'assumer. Il est moins hypocrite que les autres, et aussi dans son tempérament. On voit bien que si certains peut-être dans le peuple le jugent injustement illégitime, parce qu'il a quand même été élu, on a parfois l'impression que lui juge le peuple illégitime, parce que finalement la démocratie ce serait une affaire, encore une fois, d'experts, de technocrates. Je crois que c'est pas du tout cela. La démocratie, c'est la controverse, c'est le débat, ce sont des contre-pouvoirs, et ce sont surtout c'est surtout le démos, la souveraineté populaire qui doit être tempérée, bien sûr, sinon c'est la tyrannie de la majorité, mais enfin la majorité doit être tout de même parfois écoutée. Vous parliez tout à l'heure des référendums. Est-ce que la grande revendication des Gilets jaunes, donc le RIC, ce serait une des solutions ? En tout cas, moi ce que j'observe, c'est que les Gilets jaunes avaient commencé par un conflit social, une revendication matérielle liée à l'augmentation du prix du carburant, augmentation elle-même liée à une taxe. Donc c'était quelque chose de social, de matériel, un conflit social qui a terminé sur une crise démocratique avec une revendication de référendum, d'initiative citoyenne. Et de la même manière, la réforme des retraites commence sur une contestation du report de l'âge de départ à la retraite de 2 ans et finit quand même sur la demande d'un référendum d'initiative partagée. C'est bien qu'il y a un problème démocratique et qu'il y a le sentiment que la majorité n'est pas entendue, pas respectée. Donc c'est pas un hasard. Donc je ne sais pas si le RIC est une solution. Moi j'observe que les Suisses le pratiquent paisiblement. Je ne crois pas du tout que si c'est un dispositif bien encadré, qu'on aura des référendums tous les 4 matins. Mais enfin, il y a un outil dans la Constitution, sans même parler du RIC,
qui est le référendum tout court, qui est placé encore une fois par la Constitution sur le même plan que la démocratie représentative. Et je m'étonne que cet outil ne soit jamais utilisé. En tout cas, tout ça, cette demande de RIC, cette demande de référendum d'initiative partagée ou de référendum tout court, traduit une défiance à l'égard d'une démocratie représentative qui apparaît de moins en moins représentative parce que justement, de plus en plus technocratique, de moins en moins connectée aux réalités du pays et à la volonté du pays, aux priorités du pays. Ils ont un agenda qui est autre, qui est effectivement celui de Bruxelles, celui de l'adaptation à la mondialisation. Alors, je crois que, en réalité, l'un des problèmes aussi fondamentaux, c'est qu'en 1995, entrer dans Maastricht, voter oui à Maastricht, là il y a eu un référendum, les Français ont choisi, mais on leur a pas suffisamment expliqué que ça signifiait une perte de souveraineté massive et que c'était rentrer dans une logique d'adaptation permanente à la mondialisation. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, donc Emmanuel Macron, a vraiment du pouvoir en France? Peut réellement gouverner? Et est-ce que, peut-être au cours, vous parlez de souveraineté dans les années 90, est-ce que justement les gouvernants ont délégué leur pouvoir à Bruxelles? Est-ce que c'est possible de gouverner? Je pense malgré tout que le président de la République en France est peut-être le chef d'État qui a le plus de pouvoir. Je disais que la constitution voulue par le général de Gaulle offre quand même des marges de manœuvre au président de la République. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est inscrit dans un cadre qui est extrêmement contraignant. Un populiste qui arriverait au pouvoir, quel pouvoir il aurait? Un populiste qui arriverait au pouvoir se heurterait à ce cadre-là. Maintenant, Emmanuel Macron entre dans ce cadre-là. Il souhaite l'adaptation, il souhaite sans doute le dépassement national, même d'une certaine manière, un État supranational, finalement, un État européen qui n'est même pas un État fédéral, ce qui est aussi un problème. Le fédéralisme, c'est pas tout à fait la même chose, justement, que l'État supranational dans lequel on est, parce que le fédéralisme, malgré tout, il y a des élections, on vote, je pense que c'est pas dans la culture européenne, parce que nous avons des nations, mais le gouvernement supranational, ce sont en fait des experts, des techniciens, à qui on délègue le pouvoir. Donc ça, c'est un véritable problème, et en tout cas, Emmanuel Macron s'inscrit totalement dans ce cadre-là, et le problème, c'est que je crois que la majorité des Français refusent de s'inscrire dans ce cadre-là. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, un populiste serait sans doute effectivement limité par ce cadre-là. On le voit avec Mélanie qui est obligée de faire un certain nombre de concessions, mais je crois qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Si vous voulez, il y a des choses qui dépendent de l'Union européenne, notamment sur le plan économique et social. C'est compliqué, mais il y a des choses qui dépendent de nous. Par exemple, l'éducation, je crois que c'est un des problèmes aujourd'hui, parce que non seulement on hypothèque le présent, mais on hypothèque l'avenir en fabriquant, en nivelant vers le bas, pour ne pas dire en fabriquant peut-être dans le futur des crétins, des gens qui n'ont plus de culture, puisqu'on diabolise la culture française. Moi, je viens d'un milieu populaire, et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir encore une école qui estimait qu'on réussissait par l'effort et par le mérite. Donc, même à Saint-Denis. Même à Épinay-sur-Seine et même à Saint-Denis. Je pense que c'était le début de la décomposition, mais elle n'était pas achevée. Si vous voulez, j'ai eu des instituteurs, surtout de gauche, laïcs, vraiment sans doute même communistes parfois, mais qui pensaient que l'école était le meilleur moyen d'émancipation pour les enfants de pauvres, même si je ne suis pas un enfant de pauvre, mais enfin pour les catégories moyennes, les humbles. Et je crois que réellement, aujourd'hui, il y a une partie de la gauche qui veut déconstruire tout cela, qui pense que la méritocratie est une illusion, que la sélection est quelque chose d'insupportable, et je crois que elle aboutit, et c'est un système qui aboutit à de plus en plus d'inégalités. Pardon, parenthèse refermée, mais je disais, par exemple, l'école, ça dépend de nous, de renouer avec une école de la transmission, ce qu'on fait plus aujourd'hui. On n'a pas besoin de Bruxelles pour ça. Sur la question, par exemple, du déficit public, c'est pas une question qui m'obsède, mais aujourd'hui, on veut faire des économies. Ce que je comprends bien, ça permet aussi de retrouver une part de souveraineté. Est-ce que
on ne pourrait pas convaincre Bruxelles et les marchés financiers en faisant les économies ailleurs que sur la réforme des retraites. Je ne sais pas, on est un pays où les transferts sociaux sont massifs, on est les recordman, donc s'attaquer à une dépense sociale inutile, s'attaquer à une bureaucratie folle dont on a vu pendant le Covid qu'elle tournait à vide, qu'elle devenait un handicap pour nos services publics, par exemple. Ça, c'est quand même une question qu'on peut peut-être résoudre tout seul, quitte à transférer, moi je dirais, de l'argent public. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on mette le paquet sur l'État régalien. Je pense qu'un des problèmes du déclassement français, c'est que aujourd'hui, l'argent ne va plus dans les services publics, ou en tout cas, peut-être qu'il va dans une bureaucratie autour des services publics, mais plus rien ne fonctionne, de l'hôpital à l'école, en passant par la police, la justice. Donc il faut mettre de l'argent là-dedans et en économisant ailleurs, mais en économisant, par exemple, je le disais, sur les transferts sociaux, sur la question du travail, parce qu'il y a une vraie question du travail en France. Mais si la question des retraites heurte, on peut aussi poser la question du temps de travail, par exemple. Pour le coup, c'est un tabou que la droite libérale s'est imposé à elle-même. Et je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui ne seraient pas contre, à condition vraiment de travailler plus, de gagner plus, travailler plus pour gagner plus, comme le disait Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre, et après on voit que même sur le plan européen, quelqu'un comme Orban n'est pas dans l'euro, je pense que ça change beaucoup de choses aussi, mais est capable à montrer que tout en étant dans l'Union européenne, était capable de mener une politique relativement indépendante. Par ailleurs, on voit bien que les gouvernements changent un peu partout en Europe, on l'a vu avec l'Italie, et donc on peut imaginer, malgré tout, réformer un peu de l'intérieur ce système post-démocratique, bureaucratique qui est aujourd'hui Bruxelles. Donc s'excuser, se servir des institutions européennes ou même des institutions autres, parce que je pense que la dépossession démocratique vient aussi du pouvoir des juges, vient aussi des ONG, une forme de tyrannie des minorités, de tout un tas d'instances supranationales qui font... Comment ? Des médias aussi peut-être, qui font qu'effectivement les politiques ont moins de marge de manœuvre, mais enfin il en reste, et il en reste particulièrement en France, où justement nos institutions offrent quand même un certain pouvoir au président de la République. Et donc vous parlez de crise démocratique, de dépossession. On assiste en France depuis plusieurs semaines à des grèves continuelles. Paris est presque arrêté. Les poubelles à Paris, donc le blocage des raffineries. Est-ce qu'on est à l'aube de 1789 ou c'est juste des black blocs et des hordes de gauchistes? La situation politique est compliquée parce que je crois malgré tout que alors il y a les black blocs et les gauchistes qui sont plutôt des fils à papa qui n'ont pas vraiment qui cherchent le frisson, la subversion, mais qui n'ont pas vraiment d'objectifs politiques, qui sont d'ailleurs les idiots utiles du pouvoir, parce que l'un des moyens qu'a Emmanuel Macron pour s'en sortir, c'est d'incarner le parti de l'ordre et d'espérer qu'une partie des Français a un réflexe légitimiste autour de lui. Donc je pense que vraiment pour le coup, je pense aux retraités, oui, notamment. Je pense que, et ça avait été le cas pendant les Gilets jaunes, on a bien vu que malgré l'immense soutien populaire au début, les violences ont fait que finalement Emmanuel Macron a eu de bons résultats lors de l'élection européenne, notamment. Donc je pense que vraiment, pour le coup, les black blocs n'apportent rien. Ils servent le pouvoir même sans le vouloir. Je pense que les syndicats, si j'ai du respect pour eux et qui sont dans leur rôle, représentent des catégories spécifiques, les intérêts de catégories spécifiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce mouvement est massivement soutenu, y compris par des gens qui n'ont rien à voir avec les syndicats, qui sont de petits commerçants, des artisans, par exemple, qui n'ont pas de syndicat pour les représenter, des salariés qui se sentent déclassés. C'est la France du travail. 93% des actifs sont contre cette réforme-là. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, on bute toujours sur qui pour représenter cette France-là, qui est majoritaire, mais qui n'a pas aujourd'hui
de représentants qui fait l'unanimité. Qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen peut-être convaincra dans 4 ans, mais jusqu'ici elle n'a pas su convaincre. Donc cette France-là a tendance parfois à se réfugier dans l'abstentionnisme, et j'espère qu'elle ne se réfugiera pas dans l'anomie, en se disant finalement tout est foutu, laissons les experts gouverner, et puis nous on fait nos trucs dans notre coin, quoi, qui est un réflexe finalement communautariste partout en France, pas seulement avec les communautaristes, islamistes, etc., mais que chacun se réfugie dans son jardin. Ça, ce serait le pire des scénarios, je crois. On a parlé de la pratique du pouvoir du 49.3 des institutions. Certains médias ont même alerté ces derniers jours sur des arrestations, sur des gardes à vue totalement arbitraires des forces de l'ordre dans les manifestations, je cite sauvages, contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, toutes ces mesures vous voulez dire la violence Ouais, la violence des forces policières. Ce qui est étonnant, c'est que vous remarquerez qu'elle est à géométrie variable. Moi, les Black Blocs, ça fait 10 ans qu'ils pourrissent toutes les manifestations, qui sont pour le coup ultra violents, et on voit bien que l'État n'arrive pas à les mettre hors d'état de nuire. Donc je ne sais pas si c'est une forme de complaisance ou d'impuissance, mais c'est vrai que par ailleurs, pendant les Gilets jaunes, l'État a réprimé malgré tout très sévèrement. Donc là, et ça participe aussi de l'exaspération d'une partie de l'opinion, c'est qu'on a l'impression qu'on a un État faible avec les forts et fort avec les faibles. Maintenant, pour ce qui est des manifs sauvages là, j'ai pas l'impression que la répression soit si ultra violente pour le moment. Et puis je me mets à la place des policiers aussi. C'est un métier qui doit être épuisant, difficile, et il arrive aussi de perdre le contrôle. Mais enfin, je crois pas qu'il y ait de violence policière systémique en France. Ça, c'est le discours de l'extrême gauche. Bien que j'ai été choqué par la manière dont a été réprimés les Gilets jaunes, bien que j'observe que pendant le match France-Maroc, on arrête un groupuscule d'extrême droite, et tant mieux, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, pourquoi ne pas appliquer le même traitement aux Black Blocs qu'on connaît ? Le même traitement qu'on applique d'ailleurs aux hooligans, qui sont interpellés dans certaines manifestations et qui ensuite doivent aller pointer pendant des années au commissariat. Comme on connaît une partie des Black Blocs, une partie ont été interpellés, pourquoi on ne mettrait pas en place ce système-là ? Il paraît que c'est liberticide selon le Conseil constitutionnel, mais je ne comprends pas pourquoi c'est liberticide avec les uns et pas avec les autres. On pourra aussi imaginer que la justice, pour le coup, soit plus sévère avec ces individus-là. Elle ne l'est pas. Donc il y a eu parfois un usage de la force qui était disproportionné, mais il y a aussi beaucoup d'aveux de faiblesse. Mais c'est vrai que la tentation là du régime va être de jouer la carte du parti de l'ordre. Mais enfin, qu'il a joué pendant la guerre en Ukraine. Qu'il a joué pendant la guerre en Ukraine, qu'il a joué pendant les Gilets jaunes, qu'il a joué pendant le Covid, c'est moi ou le chaos. Mais enfin, les personnes qui pourraient, par peur, être tentées de se réfugier derrière le pouvoir. Il faudrait qu'elle se rappelle quand même que le pouvoir est quand même en partie responsable du chaos. Enfin, je veux dire, les Black Blocs, c'est une impuissance politique à les arrêter. Le Stade de France, ce qu'on a vu au Stade de France, la racaille, les violences, c'est quand même ce pouvoir-là. Donc je ne sais pas pourquoi faire confiance à ce pouvoir-là pour remettre de l'ordre, alors qu'il a, si ce n'est semé le désordre, en tout cas, il l'a laissé prospérer. Je cite Emmanuel Macron d'ailleurs, « L'extrême violence, ça n'est plus la République ». Qu'est-ce que c'est la République ? Alors, historiquement, on pourrait lui répliquer que la République, la Révolution française, s'est fondée sur des mouvements insurrectionnels et ensuite sur une très grande violence. Blague à part, c'est assez difficile à définir. La République, effectivement, c'est un régime
Alors certains républicains, il y a aussi une vraie transcendance républicaine chez certains républicains, dont il faut tenir compte. D'ailleurs, la Révolution française était aussi une forme de nationalisme, mais c'est aussi devenu un mot creux pour disqualifier tous les adversaires. Maintenant, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, je pense que les Black Blocs sont des gauchistes. Alors je ne sais pas s'ils ne sont pas dans la République, mais en tout cas, ils nuisent à l'intérêt général. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté avec Emmanuel Macron. On se demande s'il vise seulement les Black Blocs ou s'il vise toutes les personnes qui sont en désaccord avec lui, ce qui est plus problématique et ce qui renforce... encore une fois, le sentiment de dépossession démocratique, parce que toute opposition pour Emmanuel Macron est renvoyée aux extrêmes. C'est une tactique qui est quand même un peu facile, surtout qui ne permet pas d'avoir un véritable débat démocratique. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio. Merci. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter cette vidéo. Encore un grand merci à vous, Alexandre Devecchio, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.